On sait désormais que les Chinois, qui fabriquent quasiment tous nos panneaux solaires, ont intégré des radios cellulaires dans les onduleurs, lesquels peuvent faire office d'interrupteurs à distance. Dans cet épisode, je m'entretiens avec Michael Shellenberger, journaliste d'investigation, auteur et président du département politique, censure et liberté d'expression à l'université d'Austin. Il a écrit San Francisco et Apocalypse Never. On parle de la révolution énergétique américaine, des failles du réseau électrique et de l'état actuel du complexe industriel de la censure. On a assisté à une énorme manipulation des esprits. Le cas le plus flagrant, c'était cette idée que Biden allait bien, et maintenant, les médias se ruent pour dire qu'ils ont été dupés. Voici American Thought Leaders, je suis Jan Jekielek. Michael Shellenberger, c'est un plaisir de vous retrouver sur American Thought Leaders. Ravi d'être avec vous. Je ne peux m'empêcher de relever qu'il y a tout juste quelques jours, et nous sommes le 23 mai pendant cet enregistrement, le président Trump a signé 4 décrets sur l'énergie nucléaire. La première fois qu'on s'est rencontrés, je vous interviewais à propos de votre livre Apocalypse Never. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire ? Je suis ravi. C'est quelque chose qui aurait dû être fait depuis longtemps. À mon avis, il devait aller encore plus loin et créer une agence gouvernementale entièrement distincte, séparée de la commission de réglementation nucléaire. Cette commission a bien rempli son rôle pour réguler une technologie en particulier, les réacteurs refroidis à l'eau. Mais cette technologie est très complexe et à ce stade, tout le personnel et toute la réglementation sont focalisés uniquement sur elle. Il faudra sans doute une agence indépendante pour vraiment faire passer l'énergie nucléaire à l'étape suivante. Mais ce qu'il faut retenir, et vous le savez sans doute, c'est que la demande en énergie augmente très vite et elle va exploser avec l'intelligence artificielle. J'utilise l'IA tous les jours, je n'utilise quasiment plus Google. Je crois que l'IA consomme 5 à 10 fois plus d'énergie que les recherches Google. Je le constate déjà, mes abonnements à des services d'IA sont limités, notamment sur ce que je peux téléverser. J'ai récemment essayé de charger les fichiers de RFK et j'ai très vite atteint la limite, une limite liée à la consommation d'énergie. Dans l'ensemble, je suis très satisfait de la politique énergétique de cette administration. Elle a une vraie vision d'abondance. Il parle de domination énergétique. Mais ce qui compte vraiment, c'est la quantité. L'énergie, c'est le moteur vital de toute économie. Une nation riche en énergie est une nation prospère. Il n'y a pas de pays pauvre qui soit riche en énergie, ni de pays riche en énergie qui soit pauvre. Donc, le fait que cette administration s'engage à développer le gaz naturel et le nucléaire, qui sont, selon moi, les 2 sources d'énergie majeures du XXIe siècle, c'est extrêmement positif. Je suis aussi content de voir que les grosses subventions aux énergies renouvelables sont en baisse. J'étais particulièrement inquiet au sujet d'un grand projet éolien au large de la côte Est. Il voulait installer d'énormes parcs éoliens. Mais on sait qu'il met en danger une espèce de baleine déjà menacée qui pourrait bien disparaître si ça continue. Trump a réduit ses projets. Il pourrait encore aller un peu plus loin à mon sens. Il autorise au moins un projet à avancer, mais cet engagement en faveur d'une énergie bon marché et fiable pourrait bien être l'un des aspects les plus importants de l'héritage de Trump. Je ne pense pas qu'il y ait actuellement beaucoup d'enthousiasme pour créer de nouvelles agences. Oui, c'est juste. Mais développez votre argumentaire sur ce point, parce qu'on parle ici de technologies nucléaires qui ont énormément évolué depuis ce que vous décriviez. Oui, c'est ça. Le nucléaire, c'est la technologie la plus complexe qu'on ait. Elle utilise une quantité minime de combustible. Il n'y a pas de combustion au sens classique. On scinde simplement des atomes pour libérer une énorme quantité de chaleur. Quand on y pense, c'est encore un miracle, cette énergie nucléaire. Et je ne parle pas d'ajouter une couche de bureaucratie. Je pense plutôt à ce que Lockheed Martin appelait à l'époque un projet Skunk Works. C'était le nom donné à une unité séparée, installée dans un bâtiment à part. Je crois que c'était dans le sud de la Californie, pour développer des technologies de rupture, loin de la bureaucratie, avec une direction et des règles à part. Ce que je propose, c'est un peu ça, une sorte de Skunk Works au sein ou
À côté d'eux, la Commission de régulation nucléaire. Je ne sais pas si l'administration en place voit les choses de cette façon, mais si on veut vraiment passer à l'étape supérieure sur le plan technologique, il faudra probablement une nouvelle structure de régulation, différente de celle qu'on a aujourd'hui. Et qu'en est-il des technologies comme les réacteurs au thorium? Ce n'est pas forcément une nouvelle technologie, mais ce n'est pas non plus quelque chose que l'on connaît très bien. Il y a beaucoup de scepticisme autour des nouvelles technologies, et c'est compréhensible. L'énergie nucléaire a une longue histoire. On pourrait passer des heures à revenir sur les expériences menées par le département de l'énergie dès les années 1940 et 1950 pour tester différentes façons de refroidir l'uranium ou de ralentir le processus de fission. À l'époque, ils ont expérimenté des sels chimiques très prometteurs, comme le fluorure ou le beryllium, qu'on pouvait mélanger au combustible pour le garder à basse température, ce qui évite la fusion du cœur, puisque dans ce cas, le combustible est déjà à l'état fondu. On a aussi testé des gaz, comme l'hélium ou le dioxyde de carbone pour le refroidissement. Et puis il y a l'eau, une technologie développée à l'origine pour les sous-marins, ce qui faisait sens, puisqu'ils sont déjà dans l'eau, et que le principal risque d'une fusion vient du manque d'eau. Certains disent que c'était une erreur d'avoir choisi l'eau pour les centrales nucléaires. Moi, je pense que c'est une bonne technologie. Elle a très bien fonctionné aux États-Unis. Contrairement à ce que beaucoup croient à cause de Tchernobyl, de Three Mile Island et de Fukushima, un seul de ces accidents a été réellement grave. Pour Fukushima, on a complètement surréagi. L'eau reste une technologie qu'on maîtrise. Je la compare aux moteurs à réaction. Ils existent depuis les années 1940-50, mais nos avions sont devenus beaucoup plus sûrs, plus performants, plus efficaces, en grande partie grâce à l'humain. Le nucléaire reste au cœur du sujet. Les nouvelles technologies sont pleines de promesses, mais on les surestime depuis des décennies. À mon avis, il faut avancer sur les deux fronts. Continuer à construire de grandes centrales refroidies à l'eau, tout en accélérant la démonstration et la mise sur le marché des nouveaux types de réacteurs. Il se passe énormément de choses avec l'administration Trump, notamment ce nombre record de décrets présidentiels. Trump a même déclaré une urgence nationale sur l'énergie. Bien sûr, il s'est retiré de l'accord de Paris comme prévu. Il a aussi créé ce Conseil national pour la domination énergétique dont vous avez parlé et signé un décret pour protéger l'énergie américaine contre les abus des États. Il y en a d'autres. Mais vous, qui suivez tout ça de près, est-ce qu'il y a une mesure en particulier qui vous a marqué? Et pourquoi, selon vous, une urgence nationale? La chose la plus importante qu'il ait faite, c'est de nommer Chris Wright au poste de secrétaire à l'énergie. Chris Wright, c'est une vraie étoile montante dans le secteur du pétrole et du gaz. D'abord, il a connu un grand succès sur le plan commercial. Mais au-delà de ça, c'est quelqu'un qui a du cœur. Il voit le fait de sortir les gens de la pauvreté comme une véritable mission de vie. On sait qu'il y a encore 1 milliard de personnes dans le monde qui dépendent entièrement du bois, des excréments d'animaux ou de la biomasse comme principale source d'énergie. Et 2 milliards utilisent encore ces moyens-là pour cuisiner et se chauffer. C'est une vie extrêmement dure. Les enfants doivent aller chercher du bois en forêt, et bien sûr, ça détruit aussi les écosystèmes. Rien que le fait de donner accès au propane pour cuisiner permet de gagner du temps et de réduire considérablement la fumée dans les habitations. Chris Wright est engagé depuis longtemps dans cette cause. Il veut fournir une énergie bon marché et abondante aux pays pauvres. Et il comprend aussi que l'énergie bon marché, c'est ce qui fait la force vitale des États-Unis. C'est un secteur qu'il connaît parfaitement. Et il a la confiance de l'industrie. Donc, en matière de politique du personnel, c'est un choix très malin de la part du président. Un excellent choix, comme la plupart des membres de son cabinet, à mon sens. C'est vraiment le point clé. L'autre chose à garder en tête, c'est que l'énergie est une priorité nationale. On a 50 États, et je suis persuadé que la gouvernance doit être aussi locale que possible, parce que ce sont les gens sur place qui connaissent le mieux leur communauté. Mais l'énergie, c'est autre chose. C'est un enjeu national. On est en compétition, et une compétition très sérieuse, avec la Chine,
surtout sur l'intelligence artificielle, mais pas seulement. Il faut qu'on soit au même niveau, voire en avance sur la Chine, l'Europe et d'autres pays en matière d'approvisionnement énergétique. Donc, toutes les mesures que vous avez mentionnées, ce sont des efforts de Trump pour dire clairement, la politique énergétique doit être une priorité nationale. Les États qui bloquent des projets pétroliers, gaziers ou nucléaires parfaitement légitimes, ça ne peut plus durer. Espérons que ça changera à l'échelle locale, mais en attendant, les décisions du président vont, à mon avis, dans le bon sens. L'un de ces décrets portait sur le renforcement de la fiabilité et de la sécurité du réseau électrique américain. Et c'est un sujet qu'on voit revenir de plus en plus souvent dans l'actualité. Il y a eu des coupures de courant en Espagne, apparemment à cause d'une trop grande dépendance aux énergies renouvelables. J'aimerais que vous nous en disiez un peu plus. Et puis, il y a aussi ces fameux interrupteurs de coupure intégrés aux onduleurs chinois, qui suscite pas mal d'inquiétudes, surtout si on mise beaucoup sur les panneaux solaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça? Le mythe autour du solaire, c'est qu'il n'aurait aucun impact, qu'il serait forcément bon pour l'environnement, sans aucun inconvénient. Et c'est vrai, le solaire est impressionnant. Quand vous vous promenez ici, vous voyez de petits panneaux qu'on utilise pour différentes choses. C'est une super technologie, de niche. Mais le vrai problème avec le solaire, c'est une question de physique de l'énergie. Tous les combustibles ou flux d'énergie, comme le soleil ou le vent, ont un impact environnemental qui dépend de leur densité énergétique. Quand on passe du bois au charbon, on double la densité, ce qui réduit l'impact sur la nature. En plus, on extrait du sous-sol au lieu d'abattre des arbres. Ensuite, on passe au pétrole, puis au gaz naturel, chaque fois avec un saut de densité. Et au sommet, il y a le nucléaire, 1 million de fois plus dense. Mais si on revient au solaire, il faut couvrir des surfaces immenses de panneaux. Tapez simplement « panneaux solaires Chine » sur Google Images. Toute personne qui aime la nature verra qu'en Chine, on recouvre littéralement des chaînes de montagnes entières de panneaux, détruisant tout ce qui vit en dessous. En tant qu'écologiste, en tant que défenseur de la nature, je trouve ça profondément perturbant, parce qu'avec le nucléaire et le gaz naturel, on peut drastiquement réduire notre empreinte. Autre chose, on sait que les panneaux solaires chinois sont fabriqués en grande partie grâce au travail forcé, notamment celui des Ouïghours, et qu'ils sont produits en brûlant énormément de charbon. Les chiffres qu'on nous donne sur l'énergie nucléaire à leur fabrication sont manipulés. Ce sont des données européennes, pas chinoises. Donc, même d'un point de vue pollution, le solaire est loin d'être aussi propre qu'on le dit. Et je ne parle même pas encore des problèmes que ça crée sur le réseau. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le réseau électrique doit constamment équilibrer l'offre et la demande. Trop d'électricité d'un coup, et vous grillez les transformateurs. Pas assez, et c'est la chute de tension, voire un effondrement du réseau, comme ce qu'on a vu en Espagne il y a quelques semaines. Dès que c'est arrivé, les experts ont compris ce qui s'était passé. Ils avaient une part très élevée de solaire sur leur réseau, ce qui crée des fluctuations importantes. Dans une centrale à vapeur classique, les turbines tournantes apportent une inertie naturelle qui stabilise le réseau. Or, avec le solaire, il n'y a pas cette inertie. C'est évident pour n'importe quel ingénieur. La panne venait d'un excès de solaire. Ces panneaux ont besoin d'onduleurs pour convertir le courant continu en courant alternatif, celui qu'on utilise sur le réseau. Le gouvernement espagnol a été malhonnête au point que ça en devenait presque risible. Ils ont fait semblant de ne pas savoir d'où venait la panne, mais tout le monde sait que le vrai problème, c'est le manque d'inertie du système. Et ce n'est pas avec plus de batteries ou plus de panneaux solaires qu'on va le régler. Ce qu'il faut, ce sont de grandes infrastructures solides, de l'acier, du lourd. C'est ça l'ossature d'un vrai réseau électrique. Et maintenant, il y a un autre sujet, complètement différent, mais tout aussi grave. On a découvert que les fabricants chinois, qui produisent la quasi-totalité des panneaux solaires qu'on utilise aux États-Unis et en Europe, intègrent dans leurs onduleurs des radios cellulaires capables d'agir
comme des interrupteurs à distance. Ça peut sembler relever de la théorie du complot, mais ce n'en est pas une. Une entreprise chinoise a désactivé à distance ces panneaux avec un message à l'écran disant « Ce système est désactivé ». Ces panneaux ne sont autorisés qu'à être utilisés dans certains pays. Ils ne sont pas autorisés aux États-Unis, au Pakistan, etc. Les utilisateurs ont vu ce message, ce qui a déclenché une énorme polémique. Il faut savoir que les entreprises solaires chinoises sont souvent considérées comme des extensions de l'armée ou de l'appareil sécuritaire chinois. Le gouvernement l'a clairement dit, elles peuvent être mobilisées comme outils de sécurité nationale, ce qui veut dire qu'elles ont la capacité de désactiver une grande partie de la production solaire. Et si elles peuvent le faire, elles peuvent provoquer des chutes de puissance, voire des coupures massives. Quelle est l'ampleur du risque? On ne le sait pas. Mais on sait que cette capacité existe. Bien sûr, la Chine veut continuer à vendre ses panneaux, mais la plupart des experts en sécurité nationale s'accordent à dire que Pékin pourrait activer ces coupures. Par exemple, si les États-Unis venaient à défendre Taïwan en cas d'invasion. Dans ce cas, la Chine pourrait provoquer des pannes aux États-Unis ou en Europe. Aussi fou que ça puisse paraître, c'est la réalité. Et ce n'est même plus un sujet de débat. On en est là. La vraie question maintenant, c'est comment va réagir le gouvernement américain? Je n'ai pas encore eu de réponse du département de l'énergie, mais on espère en avoir une dans les prochains jours. Expliquez-moi comment la Chine a réussi à prendre le contrôle total de cette technologie, à la produire à grande échelle. Parce que, pendant ce temps-là, les États-Unis vivaient dans un monde complètement déconnecté. On vit dans une forme d'illusion, c'est un fait. La Chine arrive à produire des panneaux solaires moins chers que partout ailleurs, en grande partie grâce au travail forcé des musulmans ouïghours dans des camps de concentration. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est largement documenté. C'est justement dans ces régions que se concentre l'essentiel de la fabrication de cellules et de panneaux solaires. On sait aussi que le gouvernement chinois a massivement subventionné l'industrie solaire pour pouvoir inonder les marchés étrangers avec des panneaux à bas prix et, ce faisant, démolir les industries locales des autres pays. Pendant ce temps-là, on vivait dans un monde de rêve. On a cru qu'il était acceptable de laisser la Chine produire non seulement nos panneaux solaires, mais aussi nos drones, et même certaines technologies militaires critiques. Imaginez, le pays avec lequel le risque de conflit, direct ou par procuration, est le plus élevé, c'est aussi celui dont on dépend pour une grande partie de notre technologie militaire. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a maintenant à Washington un vrai consensus bipartisan sur le fait que c'est un problème majeur. L'un des plus gros risques, peut-être même le plus grand, c'est que la majorité de nos semi-conducteurs, donc les puces électroniques, sont fabriqués à Taïwan. Si la Chine envahit Taïwan, on serait dans une situation extrêmement grave. Une loi sur les semi-conducteurs, le CHIPS Act, a été adoptée sous Biden avec un large soutien pour relocaliser la production de puces aux États-Unis. C'est un bon début, mais on est encore loin de l'autonomie. Je crois qu'on a été hypnotisé par l'idée de mondialisation. On a cru qu'elle n'avait que des avantages. Et c'est vrai qu'elle en offre. Beaucoup de nos biens de consommation viennent de Chine à prix cassé. Mais on est allé beaucoup trop loin. Le balancier a clairement penché d'un seul côté. Et là, on commence enfin à le voir repartir dans l'autre sens. Espérons que ce soit durable. Le Parti communiste chinois a fait la même chose avec d'autres industries stratégiques, non? Comme l'acier, par exemple, mais aussi les télécoms avec Huawei, qui a été massivement subventionné pour des raisons de sécurité nationale. Et aujourd'hui, il y a une centaine, peut-être 140 pays qui dépendent de Huawei pour leurs infrastructures télécoms. C'est incroyable. Et bien sûr, le Congrès a pris des mesures pour réduire la dépendance des États-Unis à Huawei. Mais Huawei, c'est aussi l'un des fabricants d'onduleurs utilisés dans les projets solaires. Et les scandales continuent. On a découvert que Huawei était le principal partenaire du gouvernement de Californie dans une initiative censée renforcer les liens
entre la Californie et la Chine, au moment même où l'État développait massivement l'énergie solaire. L'un des endroits les plus vulnérables à un sabotage chinois aujourd'hui, c'est la Californie, justement à cause de sa très forte dépendance au solaire. Il y a aussi un autre aspect, rarement évoqué, mais qu'on ne peut pas passer sous silence. La Chine a injecté des sommes énormes pour influencer la politique américaine, que ce soit par la propagande, par des financements directs ou indirects dans notre système politique. On a littéralement dormi au volant pendant des décennies, probablement 30 ans ou plus. Rien que les cas des drones, des microprocesseurs ou des onduleurs solaires devraient suffire à nous réveiller, à déclencher un vrai électrochoc et à pousser à des mesures d'urgence. Autre sujet, ces transformateurs géants qu'on utilise sur les réseaux à haute tension. Il paraît qu'aujourd'hui, ils sont quasiment tous fabriqués en Chine. Et pourtant, ce sont des équipements essentiels pour garantir la stabilité du réseau. J'ai entendu dire que l'un d'entre eux aurait été démonté à Los Alamos ou ailleurs et qu'on y aurait trouvé des éléments qui n'étaient pas censés s'y trouver. Absolument, il justifie l'intégration de radios cellulaires dans ces appareils en disant que c'est pour mieux gérer l'électricité sur le réseau. Et c'est vrai qu'il peut y avoir un intérêt, mais il faut impérativement trouver une solution technique. Le problème, c'est qu'on ne sait pas encore laquelle, parce qu'il y a des centaines de milliers, voire des millions d'onduleurs installés aux États-Unis. Peut-être qu'il faudra brouiller les signaux ou mettre en place un autre dispositif. Mais cette dépendance est vraiment préoccupante. Depuis les années 1960, les militants antinucléaires, souvent déguisés en écologistes, répètent que le nucléaire est trop centralisé et donc plus vulnérable, parce qu'il repose sur quelques grandes centrales. C'est complètement faux. En réalité, ce sont ces grandes centrales qui stabilisent le réseau. En langage militaire, on parle de surface d'attaque. Et justement, à cause de sa faible densité énergétique, le solaire est dispersé sur des surfaces immenses, ce qui le rend beaucoup plus vulnérable. Et comme je l'ai déjà dit, l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité doit être maintenu en permanence. Il suffit d'une petite baisse de l'offre pour déstabiliser le réseau, déclencher une réaction en chaîne et provoquer des coupures de courant. En y repensant, parce que c'est un sujet qui me préoccupe beaucoup ces derniers temps, avez-vous suivi l'influence du PCC sur les médias américains, les médias traditionnels et ainsi de suite? Je ne suis pas un spécialiste de la question, mais j'en ai entendu parler, notamment grâce à The Epoch Times et à vos publications. Et oui, il semble bien qu'il y ait une influence massive. Évidemment, le sujet le plus médiatisé, c'est TikTok et tout ce que ça représente. Mais je pense que c'est effectivement un sujet de préoccupation majeur. On a affaire à une opération d'influence permanente. On sait maintenant que les services de renseignement chinois sont, de loin, les plus vastes au monde. Et on sait aussi qu'il y a un grand nombre d'agents ou de collaborateurs chinois présents aux États-Unis, à tous les niveaux, dans les universités, dans les agences gouvernementales. C'est un énorme problème. Évidemment, on tient à ce que les États-Unis restent une société ouverte, et ce qui fait la force et la singularité du pays. Mais clairement, c'est un domaine où on a manqué de vigilance. C'est très compliqué parce que ce qui rend une société ouverte précieuse ou spéciale, comme vous l'avez justement dit, ce sont précisément des principes auxquels on tient profondément et qu'on veut défendre. Mais ces mêmes principes peuvent aussi se retourner contre nous, être poussés à l'extrême et exploités. C'est vrai, et c'est justement ce qui rend cette société si particulière. J'ai recommencé à lire l'histoire américaine, à redécouvrir à quel point ce pays est unique, notamment dans son attachement à la liberté d'expression, mais aussi dans cette idée fondamentale d'autogouvernance. C'est quelque chose de vraiment profond. Souvenez-vous, dans les années 1990, il y avait tout un récit auquel j'ai moi-même cru, qu'on appelait la fin de l'histoire. Il est né à la fin des années 1980, après la chute du communisme, avec cette idée que la Chine et d'autres pays allaient naturellement évoluer vers la démocratie. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé.
La démocratie n'est pas une conséquence automatique de la prospérité, comme beaucoup le pensaient. Ce n'est pas non plus un simple produit de la modernisation. Ça peut arriver, bien sûr, mais en réalité, la démocratie est une valeur fondatrice. Elle doit être intégrée à la culture d'un peuple au moment où une nation se forme et transmise ensuite. Et c'est quelque chose qu'on doit constamment se rappeler les uns aux autres. Pourquoi c'est si précieux? Jamais je n'aurais imaginé qu'un jour, on devrait réapprendre à nos enfants, et même entre adultes, ce qu'est la liberté d'expression, pourquoi elle compte, et pourquoi c'est crucial de défendre des opinions divergentes. Mais c'est nécessaire, clairement, parce que ce n'est pas quelque chose d'intuitif. Ce qui est intuitif, c'est de vouloir faire taire l'autre. C'est ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui. C'est une réaction primaire, ce qu'on appelle la pensée rapide. La liberté d'expression, elle, repose sur la pensée lente, la pensée réfléchie, délibérée. Et dans une société dominée par les réseaux sociaux, ultra polarisée et idéologisée, on voit beaucoup trop de pensées rapides, et pas assez de cette pensée lente dont on a cruellement besoin pour préserver nos libertés fondamentales. C'est le moment parfait pour évoquer cette conférence de vous que j'ai regardée où vous parliez du livre de Rusty Reno, The Return of the Strong Gods, publié en 2019. Je l'avais un peu oublié et en préparant cet entretien, je suis retombé dessus. D'ailleurs, félicitations pour votre poste de titulaire de la chaire CBR sur la politique, la censure et la liberté d'expression à l'Université d'Austin. Ça vient s'ajouter à votre expertise déjà impressionnante. Vous êtes désormais professeur. C'est un vrai plaisir. Ma femme et moi sommes en train de construire une maison à Austin, une ville qu'on adore. Elle correspond vraiment à nos valeurs, à la fois sur le plan culturel et politique. C'est une culture très libertarienne. Il y a des aspects libéraux que je respecte toujours et des éléments plus conservateurs qui résonnent aussi avec moi. C'est un endroit vraiment à part. Et puis, c'est aussi un grand centre technologique. L'université est fascinante. Il faut savoir qu'il est extrêmement difficile de fonder une nouvelle université aux États-Unis, à tel point que presque personne n'essaye. Ce projet-là, il vient de grands intellectuels. Barry Weiss, du Free Press, Joe Lonsdale, un investisseur à succès derrière Palantir et d'autres entreprises tech, et Neil Ferguson, historien brillant à la Hoover Institution de Stanford. Ils sont partis du constat qu'une nouvelle université en arts libéraux était nécessaire, parce que le totalitarisme s'est infiltré dans beaucoup trop d'universités américaines. Donc, c'est une start-up universitaire. J'y ai enseigné mon tout premier trimestre, de janvier à mars cette année, et franchement, Yann, c'était quelque chose de spécial. Je vous assure, quand on entre sur le campus, il y a un étudiant qui joue du piano dans l'atrium, d'autres qui jouent aux échecs ou débattent de politique, et il y a une vraie exigence, non seulement de liberté d'expression, mais aussi de la part des étudiants eux-mêmes. Ils veulent s'assurer que tous les points de vue soient entendus. Ils me posaient des questions du type « Est-ce qu'on a bien exploré tous les côtés de cet argument ?» Ils ne veulent pas d'une seule vision imposée. Cette valeur est déjà bien ancrée dans la culture de l'université. Donc oui, j'ai beaucoup d'espoir pour cet établissement. Et là, on arrive à la fin de sa toute première année. J'ai eu l'occasion de visiter le campus et d'interviewer certains des fondateurs, et j'ai vraiment adoré ce que j'ai vu. En regardant cette conférence, vous disiez que vous pensez que l'Amérique pourrait commencer à se dépolariser dans les 10 à 15 prochaines années. C'est une idée fascinante. Mais avant qu'on avance sur ce sujet, parlez-moi un peu du livre, donnez-moi un aperçu de ce qu'il raconte, et ensuite on reviendra sur ce qui vous rend aussi optimiste quant à cette dépolarisation. Sure. Well, so Rusty Reno, the book, his author title down is R.R. Reno. Rusty Reno, qui publie sous le nom de R.R. Reno, est l'auteur du livre The Return of the Strong Gods. Comme vous l'avez dit, ce livre est sorti il y a quelques années, 2018 ou 2019 je crois. Il est rédacteur en chef de First Things, une excellente revue qui publie à la fois des textes religieux et des analyses politiques. C'est un petit livre qu'on peut lire d'une traite, mais qui, à mon avis,
décrit mieux que tout autre l'époque dans laquelle on vit. Il parle bien sûr du retour du nationalisme, sous des formes très visibles comme Donald Trump et le mouvement MAGA, mais aussi à travers les populistes et nationalistes en Europe. Mais il va plus loin. Il explique qu'après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis, l'Europe et les élites internationales ont adopté, de manière compréhensible, une politique visant à affaiblir les cultures et traditions nationales, perçues comme les racines du fascisme et des grands conflits du XXe siècle. L'idée, c'était de diluer tout ça, d'ouvrir les nations à la mondialisation. Et ça avait du sens en 1946, 1947, au moment de reconstruire un ordre mondial stable, avec Bretton Woods, les grandes institutions internationales, etc. Mais avec le temps, on est allé trop loin. Après la chute du communisme, vers 1990, on a intégré la Chine dans ce système avec l'idée, trop naïve, qu'elle finirait par ressembler aux démocraties européennes, qu'elle irait vers plus de liberté politique. Ce n'est pas ce qui s'est passé. La mondialisation a mené à une désindustrialisation massive aux États-Unis, à une ouverture des frontières et à une immigration très rapide. Les États-Unis sont sans doute mieux armés que d'autres pour intégrer cette immigration, mais même ici, on a clairement dépassé les limites. Trump n'aurait jamais été réélu si l'administration Biden n'avait pas réagi de façon aussi excessive en rouvrant les frontières comme elle l'a fait. Quand Reno parle des strong gods, les dieux puissants, il désigne quelque chose de bien plus profond, l'identité nationale, les traditions religieuses et culturelles, des éléments qui avaient été marginalisés, mis de côté et qui reviennent aujourd'hui en force, d'une manière que les élites ne comprennent pas. Elles croient que Trump manipule les gens ou que les Américains sont soudain devenus fascistes, ce qui est absurde. Reno rappelle qu'il existe une tradition américaine bien réelle, l'éthique du travail, un certain libertarianisme, l'égalitarisme, au sens d'égalité des chances, pas des résultats, et un individualisme fort qui fait des États-Unis un pays unique. D'autres pays ont aussi leur propre Dieu puissant, et ce retour intervient alors même que la mondialisation prétendait tout lisser, tout homogénéiser. Mais la culture, elle, existe bel et bien. Elle peut être floue aux frontières, mais elle est réelle. Évidemment, ce retour a aussi un revers. On a vu certaines décisions de l'administration Trump que je ne soutiens pas, par exemple, refuser la carte verte à certains étudiants sur la base de déclarations politiques. Et c'est un cas où les dieux puissants prennent le dessus sur les principes issus des Lumières, comme les droits individuels. Reconnaître ce retour ne veut pas dire qu'il faut tout accepter sans recul ou tourner le dos à l'héritage des Lumières. Mais il faut bien voir que le nationalisme, les traditions, cette recherche d'identité, en particulier chez de jeunes Américains, souvent des jeunes hommes, sont bien là. Il y a une vraie attirance pour Trump, mais aussi pour une certaine idée de la masculinité. Parfois, ça dérape, comme avec Andrew Tate. D'autres fois, c'est plus constructif, comme avec Jordan Peterson, qui essaye de redonner un sens à la virilité, à l'élégance masculine. Même là-dessus, on redécouvre des choses qu'on pensait acquises. Oui, il existe bel et bien des différences entre hommes et femmes. Et non, la masculinité et la féminité ne sont pas que des constructions sociales. Elles sont aussi des racines biologiques, naturelles. On a poussé trop loin l'idée qu'on pouvait tous devenir des sortes de NPC, des personnages sans identité propre, sans ancrage, interchangeables, pouvant vivre partout sans culture, sans tradition. Ce modèle, pendant 50 ou 60 ans, après la guerre, a sans doute eu des effets positifs, mais aujourd'hui, il est à bout de souffle. Et ce qu'on voit, c'est le retour des dieux puissants. Je pense que je comprends un peu différemment de vous ce que vous entendez par NPC, les personnages non joueurs. Et ça m'amène exactement à la question que je voulais vous poser sur votre optimisme concernant une possible dépolarisation dans 10 ou 15 ans, si je ne me trompe pas. J'aimerais que vous nous expliquiez cela, mais ce que j'observe en vous lisant,
notamment vos travaux sur le complexe industriel de la censure et de la désinformation, c'est un autre aspect tout aussi important, la capacité à faire de la propagande de façon incroyablement rapide et efficace. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'elle semble particulièrement bien fonctionner sur une partie de la population, disons très influençable, très suggestible. Je ne sais pas exactement à quoi ça tient, mais c'est clairement un problème, parce que si vous contrôlez les grands canaux de communication, vous pouvez, en gros, convaincre 10 ou 20% de la population que tel autre groupe veut leur faire du mal, voire les éliminer. Et une fois qu'on en est là, surtout avec les dynamiques des réseaux sociaux qui amplifient tout, comment est-ce qu'on peut encore parler de dépolarisation ? Je suis vraiment curieux de vous entendre là-dessus. Et comment est-ce qu'on surmonte ça? Parce que franchement, moi, je n'ai pas de réponse. Well, it's such a great question. Well, I mean, I think first just to C'est une excellente I question. agree with you in the sense that oh sorry, go ahead. Je voulais juste préciser que pour moi, le terme NPC désigne plutôt des personnes qui manquent d'autonomie, qui sont en quelque sorte programmables. C'est un peu différent de ce que vous entendiez par là, je crois. Voilà, c'est juste pour clarifier. Très bien, je vous laisse continuer. Yeah. No, that's oh, I see what you're saying. Yeah. Je vois ce que vous voulez dire. Oui, il y a beaucoup à dire. On a assisté à un énorme conditionnement des esprits, et ça, des deux côtés. Mais si on reste sur le camp dont on parle ici, des millions d'Américains ont été convaincus que Trump était une sorte de Hitler, un fasciste, et que ses partisans l'étaient aussi. Et pourtant, on parle de gens qui, quelques années plus tôt à peine, se moquaient des républicains pour leur obsession de la Constitution, du Tea Party. La droite a toujours été connue pour son attachement littéral à la Constitution. Allez relire ce qu'Hamilton et Madison ont écrit dans The Federalist Papers. Essayez de comprendre la pensée du XVIIIe siècle. Alors, l'idée que, tout à coup, ces mêmes républicains voudraient rejeter la Constitution est complètement absurde. C'est une rhétorique simpliste qui, à force d'être répétée, est devenue une croyance. Et ça, on le doit en grande partie aux réseaux sociaux, à MSNBC et d'autres relais du même genre. Un des exemples les plus extrêmes, vers la fin, c'est cette idée que Biden allait très bien, et que toute personne qui disait le contraire diffusait de la désinformation. On appelait ça des cheap fakes. Et aujourd'hui, les médias prétendent avoir été trompés par la famille Biden. Mais à l'époque, c'était grave. On avait un président clairement diminué, censé représenter le pays dans des moments de crise, alors qu'il n'était manifestement pas en pleine possession de ses moyens. Les réseaux sociaux ont amplifié tout ça, ils ont renforcé les certitudes de chacun, enfermé les gens dans leur bulle, jusqu'à leur donner une confiance démesurée dans leurs opinions. Twitter en particulier, je le compare souvent à l'imprimerie dans ses 100 premières années. Pendant un siècle, l'Église catholique adorait l'imprimerie. Elle s'en servait pour diffuser des Bibles qu'elle contrôlait. Mais dès que Martin Luther l'a utilisé pour imprimer ses critiques de l'Église, tout a changé. À partir de là, l'Église a cherché à censurer, à détruire les presses, à les traquer partout en Europe. Eh bien, Twitter, avant le rachat par Elon Musk, c'était un peu ça. Une imprimerie entre les mains de l'Église. Il renforçait le pouvoir des médias dominants, encourageait la censure, la culture de l'annulation. Quand Musk a racheté Twitter, plusieurs choses majeures se sont produites. La première, c'est qu'il nous a permis d'accéder aux locaux de Twitter pour enquêter sur les Twitter Files. On y a découvert non seulement une culture de la censure idéologique, où ceux qui disaient, par exemple, que le sexe biologique existe, étaient sanctionnés, mais aussi le rôle direct du département de la sécurité intérieure dans la mise en place de ce qu'on appelle maintenant le complexe industriel de la censure. Et même le FBI était impliqué. Il a mené une opération d'influence pour faire croire que l'affaire de l'ordinateur portable de Hunter Biden était une manipulation russe, alors que c'était une vraie histoire. Ensuite, Musk a supprimé les privilèges spéciaux dont bénéficiaient les journalistes mainstream, et il a élargi l'espace de parole à d'autres voix. Le débat public s'en est trouvé beaucoup plus ouvert. Il a défendu une liberté d'expression plus large, y compris pour les opinions controversées, la désinformation ou les propos haineux.
tout en mettant en place un modèle de vérification communautaire, les Community Notes, qui reposent sur la contribution collective et non sur des comités d'experts. Et à mes yeux, ça a été un vrai tournant, une transformation majeure. Et c'est fou de se dire que ce débat Trump-Biden, c'était il y a à peine un an. Même pas en fait. À l'été 2024, les médias contrôlaient encore totalement le récit. Et une fois qu'ils ont vu Biden pendant le débat, ce sont eux qui décidaient qu'il devrait se retirer. D'une certaine manière, les médias étaient devenus une sorte de pouvoir souverain, qui programmait des millions d'Américains sur ce qu'ils devaient penser, que ce soit sur le Covid, le climat, la transidentité, la question raciale. C'était un vrai conditionnement. Mais nous ne sommes pas des ordinateurs, au fond. On est des êtres biologiques et spirituels. Pourtant, il est très facile de conditionner les gens. Il suffit de leur fournir certains types d'informations, certains récits, encore et encore. Et c'est exactement ce qu'on a vu se produire, sur tout un tas de sujets. Il y a toujours eu cette idée que les médias avaient un biais, qu'un journaliste exprimait forcément un point de vue. Mais je pense qu'il y a autre chose, une dimension plus profonde. C'est tout l'establishment qui, en réalité, programmait les gens en leur dictant explicitement ou non comment penser sur un grand nombre de sujets. La fenêtre d'Overton, ce qu'on considère comme acceptable ou dissible dans le débat public, était devenue incroyablement étroite. Aujourd'hui, elle s'est clairement élargie. À l'époque, c'était le New York Times ou Walter Cronkite qui décidait de ce qui pouvait être dit et ce qui ne pouvait pas l'être. Aujourd'hui, le nouveau Walter Cronkite, c'est Joe Rogan, sauf que lui ne dit pas aux gens ce qu'ils doivent penser. Il invite toutes sortes de voix, souvent bien en dehors de l'ancienne fenêtre d'Overton, et il laisse le débat se faire. Il rouvre l'espace de la discussion. C'est pour ça que je dis que je suis optimiste. On est en pleine transition. On sort d'un système trop mondialisé, trop fermé, à la fois sur le plan de l'information et de la parole, pour aller vers quelque chose de plus équilibré, un système plus national, plus enraciné, avec un environnement médiatique et discursif beaucoup plus ouvert. Vous venez justement d'écrire là-dessus. Ces documents récemment déclassifiés par la directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard, qui montrent que les opposants aux obligations vaccinales contre le Covid étaient en réalité considérés comme des extrémistes violents nationaux par le DHS et le FBI. Est-ce que vous pouvez nous expliquer clairement ce que révèlent ces documents ? Ces documents ont été rédigés par le FBI, le département de la sécurité intérieure et le Centre national de contre-terrorisme, qui dépend du bureau du directeur du renseignement national. C'est lui qui supervise les 17 agences de renseignement américaines et il faut saluer le courage de la directrice Tulsi Gabbard qui a décidé de les déclassifier. Ce qu'ils révèlent, c'est qu'en réalité, ils ont tout inventé. Des analystes ont rédigé une note d'alerte destinée à d'autres analystes du renseignement, affirmant qu'ils s'attendaient à ce que les personnes critiques à l'égard des obligations vaccinales, pas des antivax radicaux, juste des gens disant « Je ne pense pas qu'on doive être forcé de recevoir un vaccin expérimental » puisse représenter une menace. Et on parle d'un vaccin qui, rappelons-le, n'empêchait ni l'infection, ni la transmission. Et maintenant qu'on observe des effets secondaires de plus en plus documentés, ces gens-là voulaient faire passer ces citoyens pour des extrémistes violents nationaux. Dans la note, ils précisent, bien sûr, nous ne voulons pas enfreindre le premier amendement, mais toute l'alerte repose justement sur une opinion exprimée, une opinion protégée par la liberté d'expression. Alors, qu'est-ce que ça voulait vraiment dire? Quand on a interrogé d'anciens agents du FBI, y compris des lanceurs d'alerte, ils nous ont expliqué que ce type de note servait de base pour aller censurer des gens sur les réseaux sociaux. Le FBI pouvait se tourner vers les plateformes et dire « Regardez, ces personnes s'opposent aux obligations vaccinales, ça pourrait mener à la violence.
C'était aussi un prétexte pour lancer une enquête. Et c'est comme ça que ça commence. Un agent repère une critique en ligne et ça suffit pour monter un dossier. Dans l'article, il est question d'un terme précis, j'ai oublié le mot exact, mais il y a une phase préliminaire, avant même l'ouverture officielle d'une enquête, une étape durant laquelle un agent peut déjà cibler quelqu'un. Et tout ça pose les bases d'une censure organisée, mais aussi, potentiellement, de manipulation ou de provocation. C'est vraiment choquant. On est dans un pays fondé sur les idées de Thomas Paine, sur l'héritage des mouvements européens en faveur de la liberté d'expression. Lors de la rédaction de la Constitution, il y a eu un vrai débat. Jefferson, soutenu par beaucoup d'autres, voulait une déclaration des droits avec un amendement spécifique pour garantir la liberté d'expression. Hamilton disait que la Constitution la protégeait déjà. Mais malgré ça, ils ont tout de même ajouté ce droit fondamental, preuve de son importance capitale. Et cette tradition s'est maintenue. La Cour suprême a toujours placé la barre très haut. La liberté d'expression va très loin. Elle ne s'arrête que si vous menacez directement quelqu'un ou si vous incitez à une violence imminente. Sinon, vous avez le droit de dire des choses extrêmes, voire choquantes. On peut même mentir, sauf si c'est dans un cadre bien précis, comme une fraude financière ou une atteinte grave à la réputation, avec un préjudice démontrable. En politique, les mensonges sont courants, et pourtant, la liberté d'expression reste protégée. À mes yeux, c'est du totalitarisme. Je ne vois pas d'autre mot. Étiqueter des millions d'Américains comme des extrémistes violents simplement parce qu'ils refusent une mesure autoritaire comme l'obligation vaccinale, c'est terrifiant. Ce qui m'a vraiment frappé dans tout ça, c'est que l'idée n'était pas forcément de poursuivre chaque opposant aux obligations vaccinales, mais plutôt de créer un prétexte pour pouvoir cibler certaines personnes qu'on avait envie de surveiller, non ? Oui, vous avez parfaitement résumé. Si on ne protège pas le premier amendement, alors tout le système judiciaire peut être instrumentalisé à des fins politiques. Et à partir de là, n'importe quel parti arrivé au pouvoir peut se mettre à persécuter ses opposants. Ce genre de dérive a toujours existé, dans une certaine mesure, mais c'est justement pour ça qu'on a mis en place des garde-fous, des lois censées limiter la possibilité des procureurs d'engager des poursuites ciblées à des fins partisanes. Donc oui, vous avez entièrement raison. On l'a clairement vu avec les procédures contre Donald Trump. Cette affaire où on compte plusieurs fois les mêmes paiements de silence, puis on requalifie ça en crime. Ce n'est pas une affaire juridique classique, c'est manifestement une tentative d'empêcher Trump de se représenter. Même chose avec les histoires de documents falsifiés. Trump est poursuivi pour en avoir gardé chez lui, alors qu'on sait que Biden aussi avait des documents classés top secret dans son garage. Et qu'est-ce que dit le procureur? En gros, on ne peut pas le poursuivre parce qu'il est trop sénile. Ils ont littéralement conclu qu'il n'avait plus la mémoire nécessaire pour être jugé responsable. Alors pourquoi Trump, qui a fait la même chose, devrait-il être poursuivi? On entend « Oui, mais Trump a été moins coopératif. » D'accord, mais c'est Trump, c'est son tempérament. Ce qu'il voulait, c'était trouver un prétexte pour l'inculper et, à partir de là, ouvrir la voie à des enquêtes contre ses partisans. Et je pense aussi, Ian, que c'était une stratégie d'influence, une opération d'information. Si vous préférez, l'idée c'était de multiplier les inculpations pour façonner une perception, faire passer Trump et le mouvement MAGA pour des extrémistes violents nationaux. Le but, c'était de convaincre l'opinion que ses opposants politiques sont une menace pour la démocratie, alors qu'en réalité, ils sont surtout une menace pour le pouvoir du Parti démocrate. L'autre point que je voulais évoquer, c'est le rôle des médias dans toute cette politisation de la justice. Rien de tout ça ne pourrait vraiment se produire sans un certain soutien médiatique, voire un soutien massif. C'est comme si la couverture médiatique venait valider ce qui se passe, lui donner une sorte de légitimité. Vous en avez entendu parler, j'imagine. Absolument, vous avez tout à fait raison. C'est vraiment un thème central dans toute cette histoire de politisation des institutions. Et avec un peu de recul, je dirais même, ça fait maintenant plusieurs années qu'on enquête sur les Twitter Files et qu'on a découvert l'existence de ce qu'on appelle le complexe industriel de la censure.
Et vous, bien sûr, vous l'avez vécu de plein fouet. Vous en gardez encore les cicatrices, celles de cette époque de censure d'avant, mais en réalité, tout ça s'inscrit dans une logique antipopuliste. Et c'était clairement une tentative, surtout après 2016, de lancer une campagne de propagande à long terme pour faire passer les partisans de Donald Trump pour une menace contre la démocratie. Ça avait déjà commencé un peu avant, mais après 2016, ça s'est structuré, organisé. On l'a vu avec l'affaire du Russiagate. Ce canular, soyons clairs, avec tout ce qui relève du complexe de la censure, avec l'histoire de l'ordinateur portable de Hunter Biden, tout ça visait à fabriquer l'image d'un mouvement, celui des soutiens de Trump, présenté comme dangereux, voire piloté par la Russie, ou se trouvant à être des marionnettes de Poutine. Et c'était stratégique, parce que la force du message nationaliste, c'est qu'il crée un lien fort entre les citoyens. C'est ce qui nous unit, juste après la famille. C'est ce qui donne un sentiment d'identité, d'appartenance, de protection. La politologue Leah Greenfeld, que je considère comme l'une des meilleures sur ce sujet, dit que le nationalisme, c'est une communauté souveraine d'individus fondamentalement égaux, partageant une même identité. Peu importe qu'on soit riche ou pauvre, on reste égaux en tant que citoyens. Elon Musk et moi, on a les mêmes droits. C'est ça la puissance du nationalisme. Donc, présenter tout un groupe de citoyens comme étant contrôlés par une puissance étrangère, c'est une manière de casser ce lien. Et cette stratégie a été portée par des institutions gouvernementales instrumentalisées par une faction radicalisée au sein de l'État fédéral. Et oui, ça s'est fait main dans la main avec les médias. Rappelez-vous comment le Russiagate a commencé. Le FBI lançait des récits dans les médias en suggérant une implication russe autour de Trump. Ensuite, le FBI utilisait ces mêmes articles comme justification pour obtenir des mandats. C'était un système totalement circulaire dans lequel les médias ne sont pas juste des relais, ils sont co-acteurs, complices d'une opération visant à diaboliser, à discréditer et à diffuser en toute conscience de la désinformation à des fins politiques. Ce que vous me dites me rappelle aussi une remarque que vous avez faite dans cette excellente conférence, que je recommande d'ailleurs vivement à tout le monde. Vous y soulignez une forme d'ironie. Ce sont en fait les ennemis de Trump qui, quelque part, lui ont offert la victoire. Ça renvoie à ce cycle éternel de la némésis qui suit l'hubris, à la figure du héros tragique, tout ça. C'est une observation vraiment fascinante. C'est exactement le genre de moment où on se frappe le front, non? On se dit, Trump n'aurait peut-être jamais été élu, probablement pas en fait, s'il n'avait pas essayé de le faire jeter en prison. S'il n'avait pas déployé toute cette censure contre lui, ça ne l'aurait pas rendu aussi humain, presque sympathique. Mais surtout, je pense que beaucoup d'Américains, même ceux qui étaient hésitants, ont ressenti le besoin d'un anti-héros. D'un type à la Walter White, quelqu'un de rude, de coriace, pour les protéger face à un abus de pouvoir aussi massif. Alors oui, bien sûr, il y a eu l'instrumentalisation du gouvernement, les frontières grandes ouvertes, l'inflation, mais d'une certaine manière, la gauche s'est tiré une balle dans le pied. Elle a fabriqué sa propre chute. C'est le schéma classique de la tragédie, la chute provoquée par l'hubris. Comme le dit Sophocle dans Antigone, l'orgueil est le seul crime. C'est le vice mère de tous les autres. Et cet orgueil, c'était cette posture de supériorité. Nous sommes les intelligents, les experts, les éclairés, et en face, Trump et ses partisans, forcément perçus comme ignorants, vulgaires, moralement ou intellectuellement méprisables. Et je vais ajouter une dernière ironie, Yann. Elle ressort dans ce nouveau livre dont tout le monde parle, sur l'âge avancé et la fragilité physique et mentale de Joe Biden. Des choses soigneusement cachées au public, en manipulant leur propre processus de primaire. Depuis des années, les démocrates n'ont en réalité plus eu de vraie compétition libre depuis 2008. Tout a été verrouillé, d'abord pour offrir l'investiture à Hillary Clinton, puis à Joe Biden. Et le résultat? Ils se sont retrouvés avec trois figures extrêmement faibles, Hillary Clinton, Joe Biden et Kamala Harris. S'ils avaient laissé un vrai débat,
une vraie compétition au sein du parti, ils auraient peut-être choisi celui que beaucoup de démocrates préféraient au fond d'eux, Bernie Sanders. Et Sanders, justement, incarnait une forme de populisme national qui aurait pu séduire bien au-delà de la gauche, y compris chez les indécis, voire dans la base républicaine. J'aimerais revenir à la question de départ. Vous envisagez un avenir où les choses pourraient se dépolariser, et cela malgré le fait qu'une partie importante de la population reste très influençable. Je pense que c'est une fraction relativement petite, mais qui a un poids énorme. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous voyez venir? Qu'est-ce qui, selon vous, rend ce scénario possible? Comment la polarisation prend-elle fin? Parce que je pense, comme on dit, que ce qui ne peut pas durer éternellement finit par ne pas durer. Donc, à mon avis, on traverse une période de transition. Et à ce titre, c'est une période dangereuse. Honnêtement, je ne sais pas si le Parti démocrate va s'en sortir. Ou plutôt, s'il survit, il sera très différent de ce qu'il est aujourd'hui. Pourquoi je dis ça? Regardez simplement ce que font les démocrates. Depuis 10 ans, ils martelaient que leur priorité absolue, c'était la justice raciale, la lutte contre le changement climatique, les droits des personnes trans et l'ouverture des frontières. Et aujourd'hui, ils ne défendent plus rien de tout ça. Trump est en train de démanteler un par un les piliers de leur programme, ces piliers qu'il présentait comme cruciaux pour la survie de l'humanité. Il parlait de l'Inflation Reduction Act comme d'un texte vital avec ses subventions massives à l'énergie verte. Ils affirmaient qu'il était absolument nécessaire d'autoriser les chirurgies dites de transition sur des enfants. Sinon, on parlait carrément de génocide trans. Ils disaient qu'il fallait imposer des quotas raciaux stricts dans toutes les institutions pour qu'elles reflètent parfaitement la démographie du pays. Tout ça, c'était leur colonne vertébrale idéologique. Mais aujourd'hui, ils ne défendent plus rien de tout cela. Quand Trump a prononcé son premier discours devant le Congrès en février, une sorte de discours sur l'état de l'Union, même si on ne l'a pas appelé comme ça, puisqu'il venait d'arriver, les démocrates brandissaient de petites pancartes avec toutes sortes de slogans. Mais aucun ne mentionnait leur grande cause d'hier, aucun. Et dans la rue, que voit-on aujourd'hui? Ils manifestent contre Elon Musk, ils brûlent des Tesla, ils ont complètement perdu le fil. Parfois même, ils s'en prennent à des technologies qu'ils encensaient encore hier, uniquement pour des raisons personnelles ou symboliques. Leur programme est en ruine. On voit maintenant des figures comme Gavin Newsom prendre leur distance sur la question transgenre. Sur les subventions climatiques, c'était silence radio ou alors des défenses très molles. Quant aux quotas raciaux, le fameux BEI, plus personne ne les assume et les Américains y sont massivement opposés. Et c'est hallucinant de constater à quel point, ces dernières années, il est devenu socialement acceptable d'exprimer un racisme décomplexé, notamment envers les Blancs, avec des discours essentialistes, voire du séparatisme racial. C'est choquant, surtout au regard de l'histoire américaine. Les démocrates n'ont pas seulement perdu sur le plan politique, ils ont perdu moralement. Ils ont perdu cette supériorité morale qu'ils incarnaient encore à l'époque d'Obama, quand la gauche était au sommet de son influence. Mais dans une démocratie, la diversité politique continue d'exister. Les républicains ne seront pas les seuls au pouvoir. Les démocrates ou un autre parti vont devoir réémerger. Et à quoi ressembleront-ils? Probablement à un parti plus national. Peut-être une version plus modérée d'un MAGA de gauche. Personnellement, j'espère qu'il défendra la liberté d'expression, qu'il retrouvera un vrai libéralisme, au sens noble, centré sur les droits individuels. Peut-être un peu plus globaliste, pourquoi pas, mais en tout cas, sans commune mesure avec ce qu'était le Parti démocrate avant 2024. Et ça me donne un peu d'espoir, parce que je pense qu'il est sain d'avoir des désaccords, des conflits politiques, mais il faut à l'échelle du pays un socle commun, un terrain d'entente minimum entre les deux camps.
Et j'ai le sentiment qu'on se dirige doucement vers ça. Il faudra peut-être 10 ans, mais je crois vraiment que c'est ce qui nous attend. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait que le complexe industriel de la censure s'est affaibli. Il y a même des agences entières qui en étaient des pièces maîtresses, comme le Global Engagement Center, qui ont carrément disparu. Alors, où en est-on aujourd'hui? Est-ce que ce complexe a vraiment été démantelé? Je suis vraiment ravi de ce qui a été accompli et même agréablement surpris. Parce que sur certains sujets que j'espérais voir abordés, les mesures prises ont été encore plus fermes que ce que j'avais imaginé. Quelques heures à peine après son investiture, le président a signé un décret sur la liberté d'expression. En soi, il n'aurait jamais dû être nécessaire. Il ne fait que réaffirmer le premier amendement de la Constitution. Mais sans lui, rien ne bougeait. Et dans la foulée, ils ont agi vite, en commençant par supprimer le Global Engagement Center, une entité du département d'État qui finançait le Global Disinformation Index, un petit groupe basé au Royaume-Uni qui s'attaquait à certains médias, les diffamait et cherchait à les priver de revenus publicitaires, notamment à droite. Ils ont aussi mis fin au programme Track-F de la National Science Foundation, qui finançait des projets de censure, officiellement pour lutter contre la désinformation. En réalité, c'était un plan inquiétant. Injecter des millions de dollars dans les universités pour développer des outils de censure à destination des réseaux sociaux. Des outils qui étaient dans la continuité directe de ceux créés par la DARPA, notre grand labo de R&D militaire. Ils ont ainsi démantelé ce que je considère comme le noyau dur du complexe industriel de la censure. 4 organisations qui recevaient, ou allaient recevoir, des fonds de la National Science Foundation. Certaines en avaient déjà bénéficié. Le Stanford Internet Observatory, par exemple, a fermé l'an dernier sous la pression, bien avant même l'élection de Trump. Et il a aussi été critique envers le responsable de la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, le CISA. Chris Krebs, qui supervisait ce volet du DHS et jouait un rôle central dans cette machine à censurer. Vous avez mentionné GARM, la Global Alliance for Responsible Media. Là aussi, l'initiative de censure publicitaire a été stoppée, même si elle tente aujourd'hui de se relancer. C'est une victoire importante. Il y a aussi de fortes rumeurs selon lesquelles un juge de la Cour suprême brésilienne, l'un des grands censeurs de ce pays, pourrait faire l'objet de sanctions. Et me concernant, je suis actuellement visé par une enquête pénale au Brésil à cause de la publication des Twitter Files Brasil. Donc, je ne vais pas cacher ma satisfaction de voir les choses évoluer. Le sénateur Marco Rubio, de son côté, a récemment exprimé son inquiétude face aux atteintes à la liberté d'expression au Royaume-Uni, avec notamment le cas de cette mère de 42 ans, condamnée à 2 ans et demi de prison pour des propos tenus en ligne. On parle ici de vrais abus. Donc oui, je suis soulagé de voir que les lignes bougent. Mais est-ce que le combat est terminé? Non, pas encore. J'aimerais pouvoir dire que c'est gagné, mais le complexe industriel de la censure reste très puissant au Royaume-Uni et surtout à Bruxelles, au sein de l'Union européenne. L'UE a adopté une loi très préoccupante, le Digital Services Act. Ce texte permet de censurer des contenus pourtant parfaitement légaux, en les qualifiant arbitrairement de désinformation ou de discours haineux, et les plateformes qui ne s'y plient pas risquent des amendes allant jusqu'à 6% de leur chiffre d'affaires mondial, ce qui, vu leur marge, peut les couler. Face à ça, le complexe de la censure s'est simplement redéployé, notamment en Europe et dans les pays anglo-saxons. Il faut comprendre qu'il fonctionne en miroir de l'alliance de renseignement Five Eyes, États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Australie, Nouvelle-Zélande, qui coordonne ses efforts non seulement en matière d'espionnage, mais aussi de censure, et parfois même de diffamation contre certaines personnes, y compris moi, via des groupes financés par cet écosystème, comme l'Institute for Strategic Dialogue, l'un des pires acteurs dans ce domaine. Ce genre d'organisation exige carrément des réseaux sociaux qu'ils censurent des contenus exacts, légitimes. On doit donc rester très vigilant sur ce qui se passe à Londres
à Bruxelles et dans tout ce réseau. Cela dit, je pense que le vent tourne. Et ça ne veut pas dire qu'on peut relâcher la pression. Au contraire, c'est justement maintenant qu'il faut intensifier les efforts, tisser des alliances solides. Chaque année, nous organisons le Westminster Free Speech Forum à Londres. En 2023, nous y avons publié la déclaration de Westminster pour la liberté d'expression, signée par de nombreux intellectuels et journalistes. Elle s'oppose fermement à toute censure des propos légaux, qu'elles viennent des plateformes ou des États. L'Australie a abandonné un projet de loi très problématique l'an dernier. L'Irlande a enterré un texte du même genre. C'est souvent 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Le combat continue, notamment autour des enfants ou des minorités raciales, dont on invoque la protection pour justifier des restrictions. Mais oui, le climat est plus favorable aujourd'hui. Je suis nettement plus optimiste qu'il y a 1 ou 2 ans. Votre autre livre, celui dont nous avions parlé lors d'un précédent entretien, c'est San Francisco. Et depuis, il s'est passé des choses assez remarquables à San Francisco, notamment sur la réalité de la crise des sans-abri. Parlez-moi un peu de ce qui a changé. C'est incroyable. En 2022, les habitants de San Francisco ont révoqué leur procureur de district, un ultra-progressiste financé par Soros, à cause du chaos qu'il avait laissé s'installer. Ils ont ensuite évincé leur maire pour en élire un nouveau, qui s'était engagé à s'attaquer au trafic de drogue à ciel ouvert et à l'explosion du sans-abrisme. Et pas plus tard qu'hier, il a annoncé que San Francisco devenait officiellement une ville Recovery First, priorité au rétablissement. C'est une avancée formidable. Mais à comprendre ce que ça signifie, Recovery First remplace ce qu'on appelait jusqu'ici la réduction des risques, un terme orwellien en réalité qui revenait à tolérer la dépendance. Résultat, des morts, de la destruction, des agressions sexuelles, du trafic, des meurtres, tout ce que l'on voyait quotidiennement dans les rues de San Francisco. La philosophie Recovery First remet au centre une vraie vision du traitement de la dépendance qui, rappelons-le, est la principale cause du sans-abrisme, mais aussi d'une grande partie des troubles psychiatriques. Le rétablissement, c'est un concept hérité des programmes en 12 étapes, et à ce jour, c'est encore la perspective la plus porteuse d'espoir pour sortir de l'addiction. Ce qu'a voulu faire croire la mouvance permissive, c'est que les gens ne pouvaient pas arrêter, c'est tout simplement faux. La plupart des personnes qui touchent à des drogues dures ne deviennent pas dépendantes, et parmi celles qui le deviennent, beaucoup réussissent à s'en sortir seules. Mais il reste un petit pourcentage qui tombe très bas, au point de finir à la rue. Ces gens-là ont besoin d'une intervention, car ils enfreignent forcément la loi, occupation illégale de l'espace public, usage de drogue en plein jour, défécation dans la rue, etc. La réponse adéquate, c'est d'intervenir. Ils doivent être arrêtés et confrontés à un choix clair, se soigner ou aller en prison. C'est la seule méthode qui fonctionne. Ensuite, il faut des incitations, des obligations, des structures pour les accompagner dans le sevrage. Que le maire annonce aujourd'hui que San Francisco met officiellement le rétablissement au cœur de sa politique, c'est une immense victoire. Personnellement, j'en tire une grande satisfaction. Alors bien sûr, ce n'est pas encore parfait. L'organisation Drug Policy Alliance, elle aussi financée par Soros, a réussi à affaiblir et à dénaturer une partie de cette politique. Mais malgré cela, le fait que la ville reconnaisse enfin que la priorité doit être le rétablissement, c'est un tournant majeur. J'espère vraiment que c'est le début de la fin pour cette crise terrible des drogues et des overdoses. Je comprends pourquoi vous êtes optimiste. Dans plusieurs domaines majeurs où vous vous êtes beaucoup investi, on commence enfin à voir les effets, ou en tout cas les premiers signes concrets, non ? Oui, il faut toujours garder en tête, et je me le rappelle constamment, que les tendances ne sont jamais linéaires. Même quand tout semble partir dans une direction catastrophique, les choses peuvent basculer. C'est d'ailleurs un argument fort en faveur de la liberté d'expression, de la liberté de débattre, de la démocratie. Si vous pouvez augmenter, présenter des faits, faire appel à l'humanité et aux valeurs fondamentales, alors tôt ou tard, ça finit par porter ses fruits. La plupart des gens ne sont ni radicaux ni extrêmes. Ce qu'ils veulent, c'est des rues sûres, des trottoirs sûrs. Ils veulent une solution empreinte de compassion. Pas un système où on réanime la même personne 13 fois avec du Narcan sans jamais lui proposer une vraie aide. C'est inhumain. Et en plus,
C'est juste un énorme gaspillage de l'argent public pour, au final, rendre les gens encore plus malades. C'est en quelque sorte nihiliste, si je puis dire, non? Oui, le mot nihilisme revient de plus en plus et je trouve ça bien, car il décrit vraiment ce que c'est. Le nihilisme, c'est un rejet profond de l'humanité, de notre humanité fondamentale, de nos villes, de notre civilisation. Si vous aimez les gens, si vous aimez l'humanité, alors vous devez aimer la civilisation, car la civilisation, par là j'entends la loi et l'ordre, la méritocratie, l'énergie à bas coût, la justice égale pour tous, c'est la meilleure manière de prendre soin des gens. Il n'y a pas besoin de longues études pour le constater. Mais effectivement, en Californie par exemple, on entre dans un monde onirique. Je me demande toujours, comment peut-on regarder quelqu'un fumer du méthamphétamine et du fentanyl dans une tente, dans ses propres excréments, tout en sachant que des femmes sont agressées sexuellement dans ces mêmes tentes, et croire qu'on est une personne compatissante. Cela montre simplement à quel point les gens sont devenus idéologiques. Ils ont construit un monde imaginaire où les policiers ne seraient plus nécessaires, où la loi et l'ordre n'auraient plus lieu d'être. C'est un fantasme, une réalité illusoire, aggravée par les médias, mais qui découle surtout du fait que nos villes progressistes sont tombées entre les mains de ce que l'on peut, je pense, qualifié de secte. C'est un type de mentalité sectaire qui possède toutes les caractéristiques d'un culte religieux. I want to ask you, so speaking about cults, Puisqu'on parle de secte, j'aimerais vous poser une dernière question à propos d'un sujet un peu à part, votre témoignage l'an dernier sur les ovnis, ou plutôt les PAN, les PAN, comme on les appelle maintenant. C'est un domaine assez fascinant. Je dois avouer que je ne m'y suis jamais trop plongé. Peut-être parce que j'ai du mal avec ce qui brouille la frontière entre les faits et la fiction. J'ai besoin que ce soit l'un ou l'autre. Alors, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on sait vraiment? Et qu'est-ce qui reste un mystère? Mon témoignage était assez simple. Je ne sais pas ce que sont les phénomènes anormaux non identifiés. Et c'est bien pour ça qu'on les appelle non identifiés. On a changé le terme. On ne parle plus d'objets, mais de phénomènes. Il y a des rapports affirmant que le gouvernement aurait récupéré un engin, mais on ne les a pas vus. Et en réalité, on n'a toujours pas vraiment eu accès à ces informations. Ce que j'ai voulu montrer comme preuve, c'est ça. Tout ce qui est en noir sur ce document, c'est du texte censuré. C'est une présentation officielle de l'unité gouvernementale chargée des PAN, P-A-N. Et la question est simple. Pourquoi ne pouvons-nous pas connaître ces informations? On ne demande pas à voir des technologies sensibles, ni à compromettre des capteurs secrets. On veut juste savoir quelles sont les hypothèses envisagées. Il y en avait 3. L'une est d'origine météorologique ou naturelle, c'est la seule visible, mais les 2 autres sont entièrement noircies. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas les connaître? On devine très bien ce que c'est. Mais il y a encore un tabou énorme, un climat de moquerie et de stigmatisation autour de ce sujet. Ça s'est un peu apaisé, mais c'est encore là. Et ça donne l'impression qu'on nous prend pour des enfants. Si des preuves existent de la présence d'êtres non humains sur Terre, on a le droit de le savoir. C'est notre argent public, et la Constitution garantit un droit de regard parlementaire. Et pourtant, même le plan d'action est censuré. Les lettres qu'on voit sur le document renvoient à des articles de loi utilisés pour justifier la censure. Et ce document n'est qu'un exemple parmi des dizaines d'autres. On sait qu'ils existent. Un lanceur d'alerte a aussi parlé d'un programme appelé Immaculate Constellation, qui regrouperait une immense base de données d'images et de vidéos. Certaines ont été rendues publiques. J'ai parlé à plusieurs lanceurs d'alerte que je considère crédibles, anciens membres ou sous-traitants de la communauté du renseignement, qui affirment que des vidéos très nettes existent. On voit notamment des orbes. Avant, on parlait de disques ou de soucoupes. Maintenant, ce sont surtout des boules lumineuses. Certains sont sûrement des ballons, d'autres peut-être des phénomènes naturels comme des éclairs en boule
ou du plasma, mais si c'est ça, on devrait pouvoir le confirmer. Ce sujet revient régulièrement depuis la Seconde Guerre mondiale. En 1952, il y a eu toute une série d'observations au-dessus de Washington, D.C., et le gouvernement n'a jamais arrêté d'enquêter. On ne sait pas exactement ce que c'est, mais peu importe que ce soit la désinformation, un phénomène psychologique ou un phénomène naturel, on devrait le savoir. Le vrai enjeu, c'est le manque de transparence. D'ailleurs, le président Trump a promis de déclassifier davantage d'informations sur le sujet. La dernière grande vague d'observations remonte au New Jersey. Des maires ont signalé des drones. Une partie était probablement explicable, des avions, des engins civils, mais certains cas restent réellement non identifiés. On mérite une réponse. Trump l'a promis. Tulsi Gabbard, aujourd'hui directrice du renseignement national, l'a aussi promis. Et plusieurs anciens responsables du renseignement disent eux-mêmes qu'il y a bien quelque chose. Mais là, on commence à s'impatienter. On attend que cette administration aille plus loin. On est fin mai et toujours pas de déclassification sur ce sujet. Il y a eu quelques progrès, notamment sur les dossiers JFK et RFK, et je tiens à le saluer, mais on attend toujours sur le Russiagate les fichiers de censure, le dossier Epstein, les archives PAN. Il y a encore beaucoup de choses sous scellées, et on a le droit de savoir. Excellente conversation aujourd'hui, Michael. Un dernier mot pour conclure? Non, simplement bravo à The Epoch Times. Vous faites un travail formidable. Votre journal a été la cible de persécutions réelles, orchestrées par des forces malveillantes, et je tiens à vous féliciter d'avoir tenu bon, d'avoir gardé la flamme vivante et de continuer à défendre la liberté d'expression et un journalisme vraiment indépendant. Michael Shellenberger, c'est toujours un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Merci de m'avoir invité. Merci à tous d'avoir suivi cette émission avec Michael Shellenberger et moi. C'était American Thought Leaders.